16h50 sur LCI et c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus, Canal 15. Ravi de vous retrouver. Au sommaire ce soir, cette question. Guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a-t-il déjà gagné? Selon les autorités ukrainiennes, et on y reviendra évidemment longuement, la Russie a mené l'attaque la plus massive depuis le début de la guerre entamée en février 2022. Elle a lancé cette nuit pas moins de 550 drones et missiles sur son territoire. Les attaques se poursuivent et semblent s'intensifier au lendemain, et là aussi on y reviendra, d'un appel téléphonique visiblement sans effet entre le président américain Donald Trump et Vladimir Poutine. Les États-Unis qui ont décidé de mettre en pause les livraisons de certaines armes américaines nécessaires à la défense ukrainienne. Mais pour quelles raisons précisément? L'Ukraine est-elle abandonnée? Les Européens, dont la France, sont-ils capables de l'aider? Les appels à se lever de la communauté internationale ont-ils encore un effet? Guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a-t-il déjà gagné? C'est la question du grand dossier ce soir. Et d'abord, regardez ces images. Le ciel de Kiev cette nuit, les alertes aux raids aériens ont retenti presque sans interruption pendant près de 8 heures. Déluge de feu sur le ciel de la capitale ukrainienne Kiev. Avant d'évoquer ce qu'il se joue en ce moment en Ukraine avec mes invités experts, partons tout de suite sur le terrain, retrouver nos envoyés spéciaux sur place. Marianne Kotonov, Éric Josset, merci d'être avec nous. D'abord Marianne, une première question. Vous êtes à Kiev, on a vu ce déluge de feu, ce pilonnage en règle de l'armée russe sur la capitale Kiev. Comment vous, personnellement, avez-vous vécu cette nuit avec Éric? Écoutez, moi, ça fait quand même plus de 3 ans que je viens en Ukraine. J'ai passé de nombreuses missions à Kiev et partout dans le pays. Franchement, c'était la première fois qu'une telle attaque avait lieu sur la capitale ukrainienne. Autant de violence, une attaque aussi longue et aussi massive. On entendait des drones toutes les 2 minutes. Ils volaient en essaim, donc ça faisait beaucoup de bruit. La défense aérienne se manifestait à peu près toutes les 2 secondes, les 3 secondes. Et après, on a eu les missiles balistiques qui aussi font énormément de bruit. Ça n'a jamais duré aussi longtemps et franchement, c'est l'attaque la plus violente que j'ai vécue depuis que je suis ici. D'ailleurs, regardez juste derrière moi les conséquences, le résultat de cette attaque. Nous sommes dans un des 13 quartiers qui ont été touchés par ces attaques. Vous le voyez, nous sommes devant une école. Ça, c'est un bâtiment annexe de l'école qui est complètement détruit. Les voitures que vous voyez là, et encore, elles ont été descendues parce qu'elles étaient les unes sur les autres, donc elles ont été soufflées. Tout autour de nous, c'est un quartier où il n'y a plus de fenêtres, les voitures ont été brûlées, elles n'ont plus de vitres ni quoi que ce soit. Donc ça a été très violent. Il faut savoir également, quand on parle de la pause de livraison d'armes, que tous les missiles balistiques qui ont été lancés cette nuit ont atteint leur cible. C'est notamment le cas de l'un des 2 aéroports internationaux de Kiev qui a été vraiment pilonné parce qu'il y a là-bas une base en fait de missiles patriotes qui interceptent justement les missiles balistiques. Et ils nous ont dit que si tous les missiles balistiques lancés sur Kiev cette nuit avaient atteint leur cible, c'est parce qu'ils n'avaient plus assez de munitions, plus assez de missiles patriotes. Et je voudrais quand même terminer sur une note positive un peu parce qu'il faut le faire. Regardez, juste à côté de nous, déjà, tout de suite après les bombardements, dès ce matin, on en était à la reconstruction. Donc un peuple qui est blessé au fond de lui, qui vraiment tous les jours est bombardé, il trouve encore la force de réparer tout de suite après. On met tout de suite des panneaux sur les vitres pour que cette école fonctionne à nouveau. Et franchement, c'est un exemple de résilience et de courage que je voulais absolument noter. Et on le sent dans votre témoignage, Marianne, merci beaucoup. Peut-être en voyant ces images, on le voit près de cette école, dans un quartier d'habitation, les civils sont autour de vous. Comment ressentez-vous le moral justement de la population aujourd'hui après ces mois, ces années de guerre et cette intensification des frappes? Est-ce qu'on est lassé? Est-ce qu'on est fataliste autour de vous?
Là, ça c'est plus que de la lassitude. La lassitude, j'ai envie de vous dire, c'était avant. Maintenant, ce qui se passe, c'est de la peur. Parce que moi, ça fait 3 ans, je vous le disais, que je viens ici. Et tout au début de la guerre, les habitants, ils allaient dans les abris quand ils entendaient les sirènes. Et après, ils ne l'ont plus fait, justement, par lassitude, parce qu'on ne savait pas trop où ça tombait. Mais là, depuis 2 mois, Kiev est touché régulièrement par des bombardements qui ont fait beaucoup de victimes. Des bombardements très meurtriers. Et hier, ce qui a été vraiment notable, c'est que les habitants se sont réfugiés dans les métros pour passer la nuit entière dans le métro. Cette fois-ci, on va dans les abris, pas par obligation, mais juste parce qu'on a envie de survivre. Et ça, cette peur, on la ressent de plus en plus. Marianne Kotonov, Éric Jossé, merci beaucoup pour votre témoignage et on salue évidemment le travail des reporters aussi qui prennent des risques. La guerre est là, très clairement. Merci beaucoup à vous. Je le disais, mes invités ce soir, Gallagher Fenwick, merci beaucoup d'être là, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Elisabeth Shepherd-Sellab, merci à vous également, maîtresse de conférence. LCI vous connaît bien, directrice du programme politique et relations internationales à l'Université de Tours et spécialiste défense et sécurité. Et puis enfin, on ne le présente plus non plus, général Nicolas Richoux. Bonsoir. Ancien commandant de la 7e brigade blindée. On verra d'ailleurs précisément avec vous quelle est la stratégie russe. Mais d'abord, à vous, je pose cette question et je tiens à saluer le travail de nos reporters parce qu'effectivement, la population n'écoutait peut-être plus les sirènes, peut-être ne faisait plus attention Gallagher. Et là, se joue sans doute quelque chose d'autre encore. Non, j'ai beaucoup apprécié les propos de Marianne Kotonov également et la manière dont elle a réussi dans ce direct une synthèse entre l'extrême cruauté du pouvoir poutinien qui essaye de faire encore plus mal qu'il n'a fait jusqu'ici à cette population civile qui réagit comment ? On l'a vu dans le direct de Marianne Kotonov à l'instant. En sortant des abris qu'elle a effectivement retrouvés cette nuit. Et c'est vrai, vous avez raison de le souligner, que certains les avaient très largement désertés, mais il faut comprendre pourquoi. Parce que continuer à essayer de mener la vie telle qu'on la menait avant, c'est une forme de résistance, mais aussi parce que, de manière très concrète, descendre aux abris quand il y a des alertes pendant, et Marianne nous le disait, 16 heures d'affilée, ça n'est juste physiologiquement pas faisable. Pas une vie. Mais là, vous le voyez sur ces images, et c'est ça le caractère tragique, et j'ai déjà trop parlé, c'est que ces images, on les avait découvertes un peu sidérées il y a 3 ans, rappelez-vous-en. On découvrait les tunnels du métro de la capitale, Kiev. On faisait des reportages à Kharkiv, 2e ville du pays, pareillement, dans les tunnels du métro. On voyait des classes qui s'y tenaient, la solidarité intergénérationnelle qui s'organisait, des gens qui chantaient l'hymne national, et ce peuple qui se dressait contre l'envahisseur en attendant une réaction, la nôtre. Et si je peux juste me permettre un tout petit commentaire, vous avez lancé cette séquence en disant le coup de fil entre Trump et Poutine n'a eu aucun effet hier. Mais si, il a eu un effet. Et on le voit sur ces images. Celui de décomplexé. C'est ça qu'il a l'effet. Parce qu'à chaque fois que ces deux-là se parlent, ce sont ces scènes-là qu'on commente. Celles qui se sont déroulées cette nuit sont encore plus violentes que les précédentes, mais il est là l'effet de ces coups de fil, Marie. Effectivement, et on reviendra sur les conséquences de ce coup de fil. Le président américain qui s'est, en miroir, j'ai envie de dire, entretenu il y a quelques minutes aussi avec le président ukrainien Zelensky. Vous montrez à tous aussi cette séquence qui nous est parvenue dans des bunkers. Voilà ce qu'est une nuit dans un bunker, sous les bombardements. Je le disais, l'attaque la plus massive depuis 3 ans en Ukraine. Voilà à quoi ça peut ressembler dans des abris ukrainiens. C'était cette nuit à Kiev. Regardez. Voilà, Elisabeth, à quoi aussi ressemblent ces nuits pour ces Ukrainiens. Des témoignages qui nous parviennent. J'aimerais saluer un article du Monde de notre confrère Thomas Distria qui s'entretient, va voir des gens, va voir des artistes. Voilà ce que dit une dramaturge écrivaine. Elle dit « Tout ce dont je me soucie, c'est d'être maquillée et d'avoir de beaux draps pour que si des pompiers doivent un jour me trouver, ils aient une belle image de moi. » Formidable reportage chez nos confrères du Monde, parce que c'est ça aussi qui se joue. On va évidemment évoquer ensemble longuement la diplomatie, ces coups de fil, mais là, c'est un peuple ukrainien épuisé après 3 ans de guerre et qui se demande est-ce que l'Europe, est-ce que les alliés seront là face à Poutine?
Je pense que c'est important ce travail de personnalisation parce qu'on parle beaucoup des enjeux stratégiques, on parle beaucoup, moi je parle beaucoup de la politique de défense, on parle beaucoup de diplomatie, mais on oublie que sur le terrain, c'est des familles, c'est des individus qui sont sous les bombes, que ça soit en Ukraine ou ailleurs. Les guerres, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose qui envahit le quotidien et je pense que d'abord les politiques l'ont oublié et je pense que c'est ça le plus grave, que ça soit les nôtres en Europe ou aux États-Unis et beaucoup de l'opinion publique, on entend beaucoup. Le fait, par exemple, hier on en parlait qu'aux États-Unis, c'est plus dans les journaux. L'opinion publique a totalement oublié. Ce n'est pas à côté, je comprends, mais on oublie que c'est quand même des gens, c'est des familles. Et ça, ce travail est très important. Très important, en effet. Encore une fois, voilà, j'ai envie ce soir de saluer nos reporters. Voir avec vous aussi, Général Richoux, comprendre la stratégie des Russes. Les chiffres sont éloquents. Impressionnant même, montée en puissance. Comment qualifieriez-vous, avant d'aller au grand écran, en chiffres et en cartes, comprendre ce qui s'est passé la nuit que l'Ukraine a traversée, et plus précisément la zone de Kiev, sa capitale? C'est une nuit de terreur qui est faite pour terroriser. Ensuite, c'est une réponse de Poutine en démonstration de puissance pour montrer qu'au-delà des négociations, il fait absolument ce qu'il veut. Et il y a aussi maintenant le chiffre quand même qui est important de 550 missiles et drones qui sont envoyés. Et on se rappelle qu'il y a 2 ans, ils envoyaient 60-80 missiles ou drones dans la soirée. Chiffre, en effet. On disait c'est une attaque massive. Et là, je disais, moi, c'est pas une attaque massive. 60-80, c'est rien du tout. Mais là, 550, on voit qu'ils ont été capables de monter en puissance et en une seule nuit, concentré sur Kiev, la capitale, effectivement, il y a une volonté symbolique de destruction de l'Ukraine, dans tous les cas. S'il n'y arrive pas de facto, il y a une volonté de destruction symbolique de l'Ukraine, capitale politique, économique, religieuse, ville la plus peuplée, etc., etc. Regardez ce qu'a tweeté ce matin le président Volodymyr Zelensky sur ses réseaux sociaux. La nuit a été blanche, brutale. La capitale était la cible principale de cette attaque russe. Avec vous, donc, Général, dirigeons-nous vers le grand écran, comprendre la stratégie russe de ces derniers mois, chiffres, cartes à l'appui. On le disait ensemble, ces chiffres, c'est 539 drones, 11 missiles. C'est ce qui a été lancé cette nuit envers la capitale ukrainienne. Quand on regarde la carte précisément, tous ces drones ont convergé donc vers Kiev. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Il y a une volonté de saturer l'espace? Alors il y a la volonté aussi de cibler, comme j'ai dit, la capitale. Oui. La capitale symboliquement avec tous les symboles du pouvoir, les symboles religieux, les symboles économiques, les symboles historiques. C'est véritablement Kiev, c'est là où tout a commencé, puisque même les Russes, il y avait la Russe de Kiev, etc., s'estiment originaires de Kiev, alors que Kiev, la principauté de Kiev a été créée plus de 3 siècles avant la principauté de Moscou. Donc il y a déjà une volonté politique de cibler tout ça. Ensuite, sur le plan pratique, j'ai signalé quand même là, le fait que maintenant ils sont capables de balancer 550 missiles ou drones d'un coup, avec quand même ce côté un petit peu, je vais essayer d'être 30 secondes optimiste, qu'il n'y a que 11 missiles. Ça veut dire qu'ils ont quand même des capacités à balancer des missiles qui coûtent très cher, qui n'arrivent peut-être pas à construire au rythme où ils veulent. Donc c'est très peu, et tout le reste, ce sont des drones. Ce sont des drones, la nouvelle arme. Et donc capitale. Les drones, ça coûte moins cher. Ouais. Ça fait moins de dégâts quand même, parce qu'un missile balistique qui tombe sur un immeuble, l'immeuble s'écroule. Là, ça va taper dans un appartement, ça va mettre un incendie, ça peut tuer des gens, mais c'est moins important. Et puis la grande quantité, comme vous l'avez dit, ça permet de saturer l'espace aérien, dans une période où ils sont en difficulté en défense solaire, puisque les Américains ont annoncé qu'ils allaient arrêter ou bien en tout cas diminuer fortement, parce que je vois qu'il y a encore une hésitation. On y reviendra dans le détail sur les raisons invoquées par les États-Unis. Leur livraison de missiles patriotes. Il y a aussi, on en parle un peu moins, des missiles Sparrow. Les missiles Sparrow qui sont des missiles RR qu'on tire à partir des F-16, qui interceptent les missiles, qui interceptent les drones également. Donc ça, s'ils arrêtent, eh bien, ça veut dire que les F-16 n'auront plus l'armement qui leur permettra d'intercepter tout ça. Et puis même les Stinger qui sont les missiles portables qui ont été utilisés en Afghanistan et qui peuvent aisément, à partir d'un homme, taper sur un drone. Si on revoit la carte aux téléspectateurs qui nous regardent, quand on dit saturer l'espace, c'est-à-dire que vous arrivez cette nuit,
Voilà. C'est 500 drones pilotés Exactement. autour de la capitale. Et là, vous créez c'est même ce qu'on a de manière fait, informatique. par exemple, au-dessus d'Israël, c'est-à-dire en tirer d'un coup tellement qu'il est impossible à la défense aérienne, combien même elle soit importante, imposante, etc., de tout arrêter. Et donc ça, c'est très militaire, hein, c'est-à-dire la concentration des efforts sur un point. On tire 500 vecteurs au même endroit, et là, on est quasiment certain qu'on ne pourra pas tout arrêter. Ouais. Donc il y a véritablement, en plus du symbole politique, une volonté militaire de faire du mal à Kiev. Et donc là, on sent quand même une rage. Ils avaient quand même assez épargné Kiev au cours pratiquement des 2-3 années avant. Et maintenant, il y a quand même il semble qu'il y ait une espèce de rage des Russes de ne pas arriver à atteindre leurs objectifs. Avec une question générale. Avec une radicalisation. Radicalisation et une question. Jusqu'où iront-ils ? En janvier dernier, on a pris ce chiffre, on parlait d'une attaque massive, c'était 120 drones et missiles russes, seulement le 15 janvier dernier. Pas uniquement Kiev, la capitale n'était pas seulement visée, mais c'était 120. Oui. 6 mois plus tard, on est à 550. Oui. Économie de guerre. Il semble donc que ça, c'est quand même un renseignement, c'est qu'ils semblent ne plus avoir beaucoup besoin des Iraniens pour produire leurs drones Shahed. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est des bordées régulièrement entre 400 et 500 missiles par nuit. C'est vous dire à quelle capacité industrielle ils sont capables de construire les drones. Pas les missiles, visiblement, 11. N'oublions pas, c'est très peu, hein, ça. 11, c'est rien. Donc ils en ont plus. Par contre, les missiles, ça coûte pas très cher. On peut en produire plein. Les drones, excusez-moi. Les drones, ça coûte pas très cher. On peut en produire plein. Et donc ça, ils en produisent maintenant 4, peut-être 5 millions par an des drones. Donc, vous voyez, et ça va durer. Forcément, ça va durer. Et on va l'aborder longuement aussi ensemble. Général, rasseyons-nous, retournons à la table, retrouverez Gallagher Fenwick et Elisabeth Shepard-Sellam sur... cette intensification, cette radicalisation dont parle le général Gallagher, on est vraiment là-dedans, très, très clairement, sur une forme de harcèlement permanent et on se demande jusqu'à quand et où ça peut aller. Voilà, et vous l'avez très bien expliqué au tableau, il y a plusieurs objectifs qui sont recherchés. Malheureusement, c'est une situation que les Ukrainiens et les Ukrainiennes connaissent, j'allais dire par cœur, non, parce qu'on ne s'y habitue jamais, et qu'elle est tout aussi sidérante et effrayante à chaque fois. Et on l'a vu sur les images qu'on a diffusées il y a quelques minutes de ces familles, encore une fois, aux abris. Il y a à la fois le harcèlement de la population civile, dans l'espoir que cette dernière se tourne vers le pouvoir politique et le pousse à faire des concessions, à aller jusqu'à la capitulation. Il y a la fragilisation de l'infrastructure civile. Il y a la saturation des systèmes de défense aériens. Il y a, me semble-t-il, également la tentative de localiser les systèmes les plus coûteux, ceux dont on parle beaucoup en ce moment, notamment le système Patriot, afin de essayer de les toucher, de les détruire, ou en tous les cas de les mettre hors d'usage et de les envoyer en réparation. Et c'est ce que disait Marianne, un aéroport ou en tout cas exactement. A été touché, ciblé. Or, il y en a au moins 1 ou 2 là qui sont en réparation sur, je crois que c'est 6 ou 8 qui ont été attribués à l'Ukraine. Donc il y a tous ces objectifs qui sont recherchés. Et puis enfin, un autre qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une grammaire de la munition. Et là, il y a un communiqué sous la forme d'une immense salve qui est très très clair. Et je reprends les mots, je crois, de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Nous ne parviendrons pas à obtenir ce que nous cherchons par la voie diplomatique. Voilà comment est-ce qu'ils vont continuer d'essayer de l'obtenir, ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire la conquête de la totalité de l'Ukraine, la décapitation, c'est l'étacide, la décapitation de l'État ukrainien et la soumission, encore une fois, de toute une nation dont ils ne reconnaissent toujours pas l'existence. Ça, c'est quand ils répètent à l'envi qu'ils veulent la résolution, je cite, des causes profondes du conflit. Ouais, ce qui interpelle, Elisabeth, là, et on en parlait avec le général, c'est qu'on parlait beaucoup des oblasts, des avancées progressives, de grignotage, de kilomètre carré par kilomètre carré. Là, c'est symboliquement un message aussi envoyé au monde. Ils ne s'arrêteront pas là.
Ils s'arrêteront pas là. Deux choses. La première, ça fait des mois qu'on entend, je pense que ça fait 2 ou 3 mois qu'on entend Poutine et d'autres dire on va frapper des endroits symboliques du politique, frapper Kiev, frapper les capitales. Si on peut pas grignoter du terrain, on peut effectivement faire cette sorte de tuer l'État, tuer le symbole de l'État, tuer le capital, pour montrer à tout le monde notre pouvoir. Et je pense que pour eux, c'est la façon peut-être, justement parce qu'on parlait des oblasts et du grignotage, qu'ils essaient de faire. La deuxième chose dans ça, et je reviens à ce que disaient les générales, c'est que ils le font avec beaucoup de violence, c'est pas une question, mais on voit quand même qu'il y a un certain nombre de missiles, mais c'est pas non plus ce qu'on pensait. Donc, dans l'appel, quand il dit à Donald Trump, on va aller au bout de nos objectifs, et quand Gallagher parle des causes profondes, donc qu'ils ont évoquées, ils ont toujours peut-être pas les moyens d'aller comme ils souhaiteraient jusqu'au bout de cette idée, et ils le voient. Enfin, 11 missiles quand même, c'est pas comme ça qu'ils vont gagner toute l'Ukraine. Non, effectivement, cela pose question, et on s'intéressera d'ailleurs juste après la pause à cette économie de guerre russe. Qu'en est-il véritablement? Le système de production semble néanmoins tourner à plein régime, mais pour fabriquer quoi? C'est une vraie question. Regardez la réaction notamment des chancelleries européennes, notre ministre des Affaires étrangères, face à cette barbarie sans limite. C'est toute la communauté internationale qui doit se lever. Et que fait la communauté internationale? On l'évoquait ensemble, coup de fil Trump-Poutine, et dans les heures qui ont suivi, déluge de feu sur la capitale ukrainienne. Quels effets? On voit ces premiers effets, et on ira et on s'interrogera pour aller plus loin. Restez avec nous, le grand dossier continue sur LCI, Canal 15, à tout de suite. Retour sur le plateau du grand dossier. Dans quelques instants, on reviendra sur les premiers éléments qui nous parviennent de ce coup de fil entre le président américain et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On le sait, Donald Trump s'est aussi entretenu la veille avec Donald Trump, ce qui a donné lieu pour l'Ukraine et Kiev, sa capitale précisément, la pire nuit de bombardement. Près de 550 missiles et drones lancés sur la capitale Kiev. Qu'en est-il ressorti? On s'intéressera aussi de près, notamment avec notre invité qui nous a rejoint, Thierry Volton. Bonjour, journaliste SCI, spécialiste du monde soviétique et post-soviétique. On parlera de votre livre Le temps des barbares, d'une guerre à l'autre, aux éditions Grasset. Sur la surproduction russe, cette économie de guerre, on le voit notamment avec ces drones qui sont capables d'en lancer près de 600, quasiment 600 par nuit. On se demande jusqu'où. Mais d'abord, il est 17h19 sur LCI et c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. C'est évidemment, je vous en parlais, l'attaque massive en Ukraine la nuit dernière, la plus importante depuis le début de la guerre. Au total, 550 drones et missiles lancés par Moscou, essentiellement concentrés sur la capitale Kiev. Le bilan s'établit pour le moment à au moins 23 blessés. En ce vendredi aussi, joie, soulagement ou peut-être déception, on pense à eux. Ce sont chaque année les mêmes émotions à l'annonce des résultats du bac. Ils sont tombés cet après-midi. Le taux de réussite provisoire atteint 85,75% des candidats, en très légère progression par rapport à l'année dernière. Et après le bac, c'est évidemment les vacances qui démarrent officiellement ce soir dans des conditions, on le sait, un peu compliquées pour ceux qui partent. 1 millier de vols étaient annulés aujourd'hui au 2e jour de la grève d'une partie des contrôleurs aériens. Le trafic devrait toutefois revenir à la normale demain. Compliqué aussi sur les routes. Regardez, rouge aujourd'hui dans le sens des départs en Île-de-France. Ce sera le cas sur l'ensemble du territoire demain. On ne le voit pas, voilà, on le voit apparaître. Courage si donc vous prenez la route. Mais pensez, au bout du chemin, il y a les vacances et peut-être le soleil. 17h21, grand dossier se poursuit. Coup de fil, je le disais, entre le président américain et le président ukrainien après une nuit meurtrière pour l'Ukraine et Kiev, précisément sa capitale. La réaction de Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux ne s'est pas fait attendre. Il parle d'une nuit blanche, terrible. Hélène Bonnet, vous êtes notre correspondante envoyée spéciale à Washington. Merci d'être là. A-t-on de premiers éléments quant à cette conversation entre les deux hommes ?
Absolument. Et les premiers éléments sont donnés par le président Zelensky lui-même. Il parle d'une conversation qui a été importante et fructueuse. Alors, comme souvent, il remercie longuement les États-Unis. Il sait qu'il ne doit pas être pris en défaut par Donald Trump sur ce point. Donc, il redit son soutien, son remerciement aux États-Unis pour leur soutien. Et puis, il dit que la question de la situation sur le front, mais aussi des frappes de la nuit dernière ont été évoquées, et également les opportunités en matière de défense aérienne. Il a été convenu de collaborer pour renforcer la défense du ciel. Voilà ce que dit le président ukrainien. Il est donc question effectivement de ces fameux missiles Patriot dont la livraison a été suspendue temporairement par les Américains. Ce qu'aurait dit Donald Trump, d'après la presse américaine, à Volodymyr Zelensky, c'est qu'il aimerait l'aider et qu'il allait voir ce qu'il en était justement sur ces armes qui avaient été mises en suspens. Mais pour l'instant, autre information que l'on apprend, c'est qu'une réunion devrait avoir lieu bientôt entre les équipes de Donald Trump et de Volodymyr Zelensky. En attendant, Donald Trump, lui, n'a pas réagi. La Maison-Blanche non plus. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est le 4 juillet. Donald Trump a posté des messages sur ses réseaux sociaux, mais surtout pour mettre en avant ses victoires. Et on sait qu'en matière d'Ukraine, le président lui-même a reconnu qu'il n'avait pas vraiment fait de progrès. Hélène Bonnet, correspondante à Washington, merci pour ces premiers détails. Vous restez avec nous, Hélène. On va voir ce qu'a tweeté sur ses réseaux sociaux le président ukrainien. En effet, pas de réaction officielle de la Maison-Blanche et du président, alors qu'on le sait, son réseau social Truth Social est une mine d'informations. Là, pour le moment, à cette heure, on surveille rien. Zelensky le dit, nous avons évoqué les opportunités en matière de défense aérienne et convenu de collaborer pour renforcer la protection de notre espace aérien et d'ajouter également, nous avons une discussion approfondie sur les capacités de l'industrie de défense et la production conjointe. Nous sommes prêts à participer à des projets directs avec les États-Unis et pensons que cela est crucial pour la sécurité. Général Richoux, un peu flou, Zelensky. On attendait peut-être un peu plus de précision, mais c'est vrai que c'est une période charnière aussi pour l'Ukraine, parce que ces annonces américaines quant à peut-être une suspension, un arrêt de livraison. Oui, ça vient après l'annonce de l'arrêt de missiles Patriot, de 3 systèmes d'armes anti-aériens, les systèmes Patriot, les Sparrow qui équipent les F-16, donc ce sont des missiles air qui peuvent aller détruire les missiles ou les drones adverses, et puis également les missiles Stinger, qui sont des missiles sol-air qu'on porte sur l'épaule et qui ont été utilisés en Afghanistan. Donc les Ukrainiens ont besoin d'avoir une raison d'espérer en tous les cas. Je pense qu'il faut quand même être prudent parce qu'on a vu les réactions de Poutine hier qui a expliqué qu'il avait une réunion très très fructueuse avec Donald Trump, lequel après en s'exprimant a dit qu'il n'était absolument pas content. Donc connaissant Donald Trump, je pense qu'on va attendre peut-être la réaction de Washington avant de se réjouir. Mais si c'est vrai, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une hésitation côté américain sur l'arrêt de ces matériels critiques. Ça ne veut pas dire l'arrêt de tous les matériels de guerre et de toute la logistique qu'ils envoient, mais il y a quand même certains matériels critiques visiblement qui leur posent problème actuellement, vraisemblablement pour rupture de stock. Gallagher, c'est pas la première fois que les États-Unis... On reviendra d'ailleurs sur ce qui est invoquer les raisons. Et ils ne sont pas tous d'accord et des informations de confrères aussi nous disent que l'Amérique first, l'Amérique d'abord, on arrête tout ça. Il nous manque des munitions américaines, on a besoin de refaire nos stocks. Bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais on se souvient notamment de l'arrêt du renseignement pendant quelques instants, la suspension. C'est une manière aussi pour Donald Trump, son administration, d'actionner des leviers. Oui, parfaitement. Vous disiez que le message de Zelensky manque un peu de précision. Si la situation n'était pas aussi tragique, moi je dirais que le community manager qui est chargé de le rédiger, au contraire, il se régale parce que, en fait, ce message avec force précision raconte tout ce qui n'est pas dit et qui devrait être dit. Et je pense que la phrase la plus importante, vous aviez la citation, vous l'avez divisée en deux. Elle vient juste avant le début de la première partie de la citation que vous avez diffusée, où le président Zelensky, en tous les cas sur son compte X, dit la chose suivante. Le président américain est très bien informé et je le remercie pour son attention à l'Ukraine. Après une nuit pareille, ça veut dire qu'il sait exactement ce qui se passe.
Et quand la phrase suivante, c'est « Nous avons discuté des opportunités en matière de défense aérienne ». Au bout de 3 ans, regardez, des opportunités en matière de défense aérienne. Au bout de 3 ans, après une nuit pareille, on en est à parler d'opportunités. C'est-à-dire qu'avec Donald Trump, il faut arrêter de se pencher sur les mots. Et il faut s'arrêter sur les actes. Et vous les avez mentionnés, Marie. Il y en a certains. Concernant la Russie, quels actes ? 0. Rien du tout. La seule chose à laquelle il a consenti de manière très concrète, c'est laisser courir les sanctions qui avaient été décidées sous Biden. Donc il ne les a pas arrêtées. Mais sur d'autres fronts, sanctions secondaires, vous vous souvenez de ce message quand il disait « Vladimir, stop !» Rien. Des tweets, etc. Mais aucun acte concret. Concernant l'Ukraine, vous avez parlé de la suspension du renseignement parce que vous êtes très polie et élégante, Marie. Mais c'était accompagné de quoi ? C'était accompagné d'une suspension des livraisons d'armes également. Et là, pareillement, vous faites référence à nos confrères de NBC et de NPR qui nous apprennent quoi ? Que les armes qui étaient en Pologne, en cours d'acheminement à destination de l'Ukraine et qui ont été bloquées au nom du America First, étaient très loin de devoir rentrer à la maison pour combler des seuils critiques qui étaient menacés par des formes de pénurie. Effectivement, et justement. Des décisions unilatérales du personnage qu'on voit là à l'écran et qui d'ailleurs a même pris le département d'État de court avec cette décision. Donc c'est une décision politique de Pete Hegseth et c'est très concret. On continue de punir les Ukrainiens et le résultat, et Elisabeth l'a très bien dit tout à l'heure, ce n'est pas des déclarations politiques, c'est aussi endosser la responsabilité de morts de civils et de militaires ukrainiens sous les bombes russes qui s'abattent sur l'Ukraine et face auxquelles, Zelensky en est réduit à parler d'opportunités en matière de défense aérienne avec son homologue américain. Et Elisabeth, je vous donne la parole, mais justement, retournons voir Hélène Bonnet sur ce que, effectivement, ces versions qui divergent. Qu'en est-il, en effet, de ces armes américaines ? Hélène Bonnet, en effet, on s'interroge quant aux raisons invoquées de cette suspension de livraison de certaines armes américaines nécessaires à la défense ukrainienne. Oui, alors il y a un débat ici également, parce que vous avez d'un côté le discours du Pentagone et de Pete Hegseth qui disent attention, les stocks américains sont bas et il faut faire attention à ce qu'on ne descende pas en dessous. On risque de voir une diminution drastique de nos ressources et nous avons lancé une évaluation. Voilà ce qui a été expliqué ces derniers jours, que les États-Unis avaient soutenu l'Ukraine pendant 3 ans, qu'ils avaient donné beaucoup d'armes. Enfin, c'est le président Joe Biden qui est accusé par Donald Trump lui-même d'avoir gaspillé en quelque sorte ses armes. Et puis, il y a eu des opérations au Moyen-Orient, sur les Houthis du Yémen, il y a eu l'Iran. Et tout cela est mis en avant pour expliquer qu'il faut faire attention désormais et que ces livraisons d'armes ont été suspendues en attendant d'y voir plus clair. Et puis, vous avez un autre discours qui apparaît, qui vient sur les plateaux de télévision, via certains experts, via certains élus. Vous avez aussi cet article de NBC dont parlait Gallagher il y a quelques instants, qui explique qu'en gros, cette décision, elle est avant tout une décision politique, prise par Peter Hegseth, par Elfridge Colby, qui est l'un de ses adjoints au ministère de la Défense. Et ces hommes sont pour la suppression de l'aide à l'Ukraine, pour une réallocation des armes vers l'Asie face à la Chine. Et ce serait la raison qui expliquerait cette interruption, alors que des hauts responsables cités dans la presse disent qu'il n'y a pas du tout de menace sur les stocks américains. On est loin d'une pénurie. Voilà ce que dit aussi un représentant démocrate qui s'est penché sur la question. Donc il y a un débat ici. Je ne vais pas vous cacher que ce débat, il reste quand même limité parce que les yeux des États-Unis, on le voit ces derniers temps, ne sont pas tournés vers l'Ukraine. Merci beaucoup Hélène. Et effectivement, Elisabeth Shepard-Selam, ça rejoint vraiment ce que vous disiez en ce début d'émission. C'est un débat qui prend, dont on parle, mais qui n'intéresse que peu les Américains, mais il y a possiblement un mensonge de Washington. Alors moi, c'était idée de mensonge et un peu cet complotisme autour de ces questions. Ça fait longtemps quand même que cette question de pénurie possible existe aux États-Unis, notamment. Enfin, moi, je me souviens des documents qui sortent du Congrès en 2016, qui a une mauvaise gestion. D'ailleurs, qu'on a vu aussi en Europe, c'est-à-dire on fabrique pas assez. S'il faudrait être partout en même temps. Et c'est ça aussi aujourd'hui à quoi faire face les États-Ils, c'est-à-dire ils veulent être, et c'est une priorité en Asie, au Moyen-Orient,
Donc il y a quelque chose là-dedans qui va souffrir. Et pour les Américains, aujourd'hui, notamment pour le département de défense, mais pas seulement, c'est l'Ukraine qui n'est pas la priorité dans cette America First. Et c'est ça le problème. Je pense que le débat sur les armements, ça cache aussi quelque chose qui est très important. Ils peuvent plus peut-être être partout. Et donc l'Europe aussi doit prendre part de sa responsabilité. Et clairement, pour des raisons politiques aussi, même s'ils avaient des armes et assez pour être partout, l'Ukraine n'est pas une priorité pour cette administration et puis généralement politiquement aux États-Unis. Thierry Volton, voilà ce que dit un membre éminent de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants. Nous ne sommes pas à un niveau plus bas en termes de stock que nous l'avons été au cours des 3 ans et demi du conflit en Ukraine. Cet argument de nos stocks se vident. C'est sans doute un argument plus politique que réel, ça c'est clair. Fallacieux peut-être même. Fallacieux, je sais pas, mais enfin, en tout cas, il est clair qu'il faut même pas oublier une chose, c'est une leçon de la guerre froide, si je puis dire. On disait en général que les États-Unis, qui étaient quand même le garant de la liberté, si je puis dire, en tout cas, qui était la force première, qui est encore la force première de nos jours, disaient qu'il n'était pas possible de mener une guerre et demie à la fois. Il parlait de une guerre et demie à la fois. Or là, excusez-moi, les États-Unis mènent une guerre au Moyen-Orient, il faut l'oublier, hein, ils ont donné énormément d'armement à Israël. Et leur guerre principale, ça a été dit, c'est évidemment pas l'Ukraine, ils s'en foutent de l'Ukraine, soyons clairs, c'est la Chine. Donc s'ils peuvent se dégager de l'Ukraine, ils seront très contents de le faire. Donc, à mon avis, c'est plus l'objectif principal. Et donc, de ça. Maintenant, ça fait les affaires de Poutine, parce que ce qu'il veut, évidemment, Poutine, c'est le retrait américain. Ça lui permet d'être face à face à l'Europe, qui elle est très faible, comme vous le savez, hein, et c'est pas les 5% qui sont promis de l'armement qui vont changer les choses. Je vous signale quand même que la Russie emploie à peu près 15% de son PIB à l'armement. Donc on est très loin des 5%. On est en vérité 3% qu'à 5 d'ailleurs. Promis au président américain. Absolument. Donc il y a un déséquilibre de ce côté-là. Ceci dit, je finirai là-dessus, je pense qu'il y a énormément de désinformation sur la capacité militaire de la Russie. Il y a une espèce, je le vois très bien, moi, je connais très bien comment fonctionnent ces systèmes. Je vois effectivement qu'il y a différents canaux qui parlent d'une invasion possible des pays baltes, etc., après avoir mangé l'Ukraine. Et puis, les bombardements même font partie de ce langage, parce que l'armement, c'est un langage. La guerre, c'est un langage. Donc, il y a tout ça qui fait que la Russie se veut plus forte qu'elle n'est en vérité, parce qu'en vérité, économiquement, elle marche pas très bien, honnêtement, pour de multiples raisons, parce que ça coûte très cher, une guerre, même en hommes, mais surtout en matériel. Bon, bref. Donc, je pense qu'il y a une volonté russe de faire peur aux Européens, entre autres, avant que les Américains se retirent. Parce que, vous allez voir, mes petits camarades, ce qui va se passer après, parce que les Américains ne seront plus là, donc on va pouvoir parler sérieusement. Donc, à mon avis, la Russie n'est pas aussi forte que ça. C'est beaucoup, pas du bluff, mais oui, un peu de bluff quand même. Une part de narratif aussi, de ce que veut imposer la Russie. Très intéressant cette transition que vous faites, parce que Kady nous a rejoint. Avant de vous voir, Kady, en effet, on le dit, hein, et pendant ce temps-là, la Russie n'a jamais cessé de produire des armes. Juste général, sur l'excuse ou argument américain de nos stocks à nous. Se vident. Quel est votre regard là-dessus, de militaires ? Mais moi, j'ai un peu le regard d'Elisabeth, c'est-à-dire que j'y crois assez, en fait, compte tenu que ça fait 3 ans qu'ils approvisionnent en armes l'Ukraine, qu'il y a le conflit du Moyen-Orient, qu'il a fallu vraisemblablement renforcer la défense des bases au Moyen-Orient, notamment avec les missiles patriotes, qu'on n'est pas en économie de guerre et qu'à un moment donné, il y a des choix. Et ces choix impliquent peut-être de rediriger les priorités. Alors, est-ce que ça veut dire que les patriotes, il n'y en aura plus du tout, mais il peut y en avoir moins? Donc, on va voir ce qui va être décidé, mais ça n'est pas impossible. Et sur le plan militaire, franchement, je serais militaire américain, je dirais priorité aux boys, priorité à la protection de nos bases, de nos régiments, etc. etc. Alors, la vérité, c'est qu'il peut y avoir aussi un prétexte politique. On peut pas l'exclure. Et nous, on n'a pas le détail des stocks américains pour dire si exactement on voit bien que c'est un parlementaire, c'est un représentant démocrate, je crois, qui doute de l'affaire. Donc, il y a aussi un combat politique là-dedans. Il y en a un qui dit on en a plus assez, mais si, ils ont assez. Bon, nous, on peut pas trancher là-dessus. Mais militairement, j'aurais tendance à penser que les munitions étant une ressource rare, à un moment donné, eh bien, nécessairement, il y a des choix qui doivent être faits. Parce que dans toute l'histoire des guerres, il y a des choix qui ont été faits.
vrai parce qu'à un moment, on manque de munitions. Et je ne trouve pas ça extraordinaire, en fait, comme argument. Comme argument, oui, absolument. Et je le disais, pendant ce temps-là, la Russie n'a jamais cessé de produire, même si on a cette alerte de Thierry Volton, et vous connaissez la Russie par cœur, qu'a dit Adoumdouas, vous nous avez rejoints. Vous allez être écoutés de près. Attention à vous. Oui. La Russie a considérablement, intensifié sa production d'armement en toute discrétion et en tentant de contourner aussi les sanctions internationales. Qu'en est-il exactement ? Oui, effectivement, malgré ces restrictions sur l'accès des composants avancés, la Russie a démontré effectivement une capacité d'adaptation assez rare en fait pour s'appuyer sur des chaînes d'approvisionnement alternatives. Vous allez voir, tout cela dépend évidemment de la diversification de ses fournisseurs. Par exemple, la Chine fournit, regardez, des semi-conducteurs, des composants électroniques, des technologies à double usage, et la Russie se tourne vers l'Iran et la Corée du Nord qui lui livrent des drones et des munitions. Pour ce faire, elle a dû effectivement agrandir certaines de ses usines. Alors je me suis tournée vers nos confrères du Kyiv Independent qui ont mené une très intéressante enquête tout récemment. Regardez, ils révèlent par exemple que les autorités russes ont développé le centre de missiles de Votsink. Ils ont embauché plusieurs milliers de nouveaux travailleurs, ils ont ajouté de nouveaux bâtiments, c'est très clair sur cette image satellite, pour augmenter la production de missiles. Parmi ces missiles conçus pour atteindre notamment les États-Unis et probablement le fameux Oreshnik dont on parlait tout à l'heure, qui serait capable donc de frapper n'importe où en Europe. Alors oui, l'industrie russe fonctionne à pleine capacité, avec une augmentation notable de la production de drones. Évidemment, écoutez justement ce que disait Vladimir Poutine sur ses ambitions, c'était en septembre dernier. Avant la fin de cette année, la Russie prévoit de multiplier sa production de drones par 10, et ce, par rapport à l'année précédente. Non, par 10. C'est pas rien, vous allez comprendre. Difficile d'établir quand même, Marie, il faut le dire, des statistiques très précises. Évidemment qu'il y a une certaine opacité sur ces chiffres. Alors, je me suis bornée aux chiffres révélés par la Russie. Nous sommes donc passés de 140 000 en 2023 à donc, à l'époque, c'était une prévision, donc près d'1,5 million de drones pour 2024. En 2025, on serait sur des statistiques de cet ordre-là, potentiellement donc supérieures à 2024, et donc une capacité de lancement de 500 drones par nuit, Marie. Ouais, avec donc, on l'a compris, cette priorité, et je vous donne la parole juste après, Thierry Volton, priorité stratégique, ce sont en effet ces drones, et on les a vus s'activer au-dessus de la capitale cette nuit. Et notamment les drones à usage unique, comme les Shahed 136, 131, essentiels, parce que très bon marché et quand même très efficace dans les frappes à longue portée. En 2025, il faut savoir que la production de drones à longue portée, elle a doublé. On est passé de 15 000 unités en 2024 à plus de 30 000 unités aujourd'hui. C'est pas rien. Ces drones, en fait, ils visent à épuiser les défenses aériennes ukrainiennes, puisqu'ils obligent Kiev à utiliser des missiles très coûteux. Vous évoquiez les Patriotes tout à l'heure, pour les contrer. Alors d'après les spécialistes, j'ai mené un petit peu mon enquête, des spécialistes du RUSI, c'est un groupe de réflexion sur la défense et la sécurité qui est basé à Londres. Ils nous disent qu'en 2024, la Russie a produit près de 3 fois plus de missiles balistiques Iskander-M qu'en 2023, donc 700 contre 250. C'est avec ce type de missiles que la Russie a lancé ses attaques les plus sanglantes en dehors de la ligne de front cette année. Par ailleurs, et ça c'est très important, je trouve, la Russie aurait réussi à stocker quelques 600 missiles balistiques Iskander-M, 300 missiles de croisière Iskander-K, et au rythme actuel, selon les experts, ce stock, il représente environ 2 ans de combat. Merci beaucoup, qu'a dit Thierry Volton, que vous inspire ce panorama. C'est pas tout à fait contradictoire à ce que j'ai dit. J'ai dit tout à l'heure que la Russie mettait à peu près 15% de son PIB dans l'armement. Donc évidemment, ça paye, si je puis dire, à un certain moment. N'oublions pas que nous sommes aussi dans un système d'une espèce de militérocratie, quelque part, où les organes, comme on dit en Russie, c'est le nom qu'on donne à toute cette espèce de gens qui travaillent pour l'armée, pour le service secret, etc. Ce sont des gens qui ont pris le pouvoir avec Poutine, et donc évidemment ils donnent priorité à ce secteur. Ça ne veut pas dire qu'en dehors de ce secteur, ça se passe bien. Or, un pays, c'est pas uniquement des armements. J'entends bien que c'est très important pour impressionner l'adversaire, mais c'est pas uniquement les armements. Or, honnêtement, l'économie russe se porte assez mal pour deux raisons simples. D'abord, parce que la banque centrale a un taux d'intérêt excessivement élevé, de plus de 20%, ce qui fait que pour les industriels qui ne sont pas dans l'armement, ça coûte très très cher
d'investir. Hein. Donc évidemment, tout ça, ça porte problème. Et quand on lit, juste, pardonnez-moi, je vous interromps, un économiste russe, interrogé encore une fois par nos confrères du Monde, il le dit, avec des dépenses dans la défense représentant plus de 8% du PIB contre 5% avant l'opération militaire en Ukraine, c'est le cœur de notre économie aujourd'hui. Bien sûr, c'est une économie de guerre, c'est clair. C'est une économie de guerre, oui. Mais ce type de déclaration, quand on vous écoute un peu avant, il y a quoi ? Il y a une forme de narratif, là encore, de volonté de dire au monde. De faire peur au monde. Ouais. Alors moi, excusez-moi, j'ai fini là, 2 secondes. Moi, je suis assez partisan de ce qu'a dit il y a quelques jours, je ne sais pas si vous vous souvenez, le ministre polonais des Affaires étrangères, Sikorski, qui a dit que, il a un peu exagéré, mais qu'il a dit que la Russie de Poutine risquait de finir comme la Russie de Brejnev. Parce que je signale que la Russie de Brejnev avait donné énormément, en vérité l'Union soviétique d'une façon générale, avait énormément consacré d'argent à l'industrie d'armement, parce qu'encore une fois, ce sont des régimes militaires, et qu'effectivement, finalement, le système s'est écroulé de lui-même parce que finalement, les bases étaient très fragiles. Je pense honnêtement, d'après la connaissance que j'ai du système, que effectivement, les bases aujourd'hui de Poutine sont plus fragiles qu'il ne le dit dans ses déclarations. Et bon, c'est pas parce qu'on est fort militairement qu'on est fort économiquement. Oui, avec une donnée, pardonnez-moi, juste qui compte aussi. La poussée sur le terrain et les pertes humaines, qui sont considérables. Hein. La Russie a perdu... plus d'1 million de soldats, 1 million 24 000. 1 million de tués, blessés. Oui, exactement. 258 000. Oui, absolument. Depuis le début de son invasion. Merci pour la précision qui a quand même son importance. Oui. Ça aussi, c'est une réalité. Oui, alors ça c'est une réalité absolue, mais c'est quand même un pays de 140 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'à 145, ça veut dire que théoriquement, ils peuvent mobiliser, théoriquement, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, de 10 ou 12 millions d'habitants. Moi je rappelle qu'avec 40 millions d'habitants en 1914, on a mobilisé 5 millions de soldats pour partir à la guerre contre l'Allemagne en août 14. Donc il y a ça. Et je suis assez d'accord sur le fait que la puissance russe est un peu surjouée. Vous savez, ce qu'a dit Kadi, c'est intéressant, elle dit, aujourd'hui vous vous rendez compte, ils produisent 700 missiles Iskander par an. Mais ça fait 2 par jour, ça. Oui, c'est ça que ça veut dire. En fait. Ramener à la production annuelle. Bien entendu. Voilà, alors, ils en produisaient 120, maintenant ils en font 700. Alors effectivement, si vous avez 2 lectures. Vous pouvez dire ça a été multiplié par 4 ou 5, la production, vous avez un peu l'effort. Mais en fait, dans la pratique, ça veut dire tirer 2 missiles par jour. Et quand on a vu ce qui s'est passé tout à l'heure au tableau, c'est 11 missiles qu'ils tirent par jour sur 550 vecteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils en ont très peu. C'est-à-dire qu'ils misent tout sur les drones. Par contre, sur les 500 drones, ça veut aussi dire, très rapidement, qu'ils tirent tout ce qu'ils fabriquent le jour même. Voilà, c'est ça. Je crois qu'ils n'ont pas de stock. Et on continue d'en débattre dans ce grand dossier. Vous restez avec nous, évidemment. Votre éclairage est plus qu'utile. Avec cette question, en effet, Vladimir Poutine a-t-il gagné la guerre ? Et si Kiev s'effondre, l'Europe pourrait-elle être la prochaine cible ? On s'interroge notamment sur les propos du président biélorusse, Loukachenko, ce qui est en train de se passer dans le pays, avec notamment le déploiement de nouveaux missiles expérimentaux qui pourraient être déployés très, très prochainement. Restez avec nous dans le gros dossier. À tout de suite. Retour sur le plateau du grand dossier. On s'interroge. Et cette question ce soir, Vladimir Poutine a-t-il déjà gagné la guerre ? On le sait, l'Ukraine essuie un pilonnage intensif de son territoire par l'armée russe. Les livraisons de certaines armes américaines, on en parlait ensemble, nécessaires à sa défense sont en pause. Les Ukrainiens peuvent-ils faire sans les Américains ? Regardez ce que représente l'aide américaine aujourd'hui, 65 milliards de dollars. L'aide européenne, 72 milliards. Mais quand on creuse, regardez, sur 8 systèmes, de défense solaire en Ukraine, 2 seulement sont de fabrication européenne. Ça aussi, c'est une réalité. Gallagher Fenwick, comment faire sans les États-Unis ? Si encore une fois, ce dont on débattait ensemble aboutit à peut-être plus qu'une pause. Je suis sous le contrôle de mes camarades de plateau, mais sur les 8 systèmes de défense solaire, il me semble qu'il y en a un petit peu plus. Parce qu'il y a les systèmes Mamba, franco-italiens. Il y a Mamba, il y a les Crotale, et puis il y a un système norvégien, me semble-t-il. Donc, je ne sais pas à quoi il est fait référence, mais effectivement... c'est King Institute, me dit-on à l'oreillette, comme source. Mais... Ah ouais, mais eux, ils sont toujours un peu bizarres. Oui, je sais que nos autorités se plaignent souvent du Kill Institute, justement. Mais bref, passons là-dessus. Le bijou, j'allais dire, le joyau de la couronne de l'interception, c'est le système Patriot. Il n'y a pas de sujet là-dessus pour les interceptions dans la couche supérieure. Mais les Européens sont quand même au rendez-vous avec ces 72 milliards. Vous vous souvenez de cette fameuse scène, une de plus, dans le bureau ovale,
où Donald Trump essaye, à côté de son homologue français, le président Macron, de dire que les Américains ont donné beaucoup plus, le chiffre que lui adore faire circuler, qui est totalement fallacieux, vous ne le trouvez chez personne, y compris au Pentagone, c'est 350 milliards, je crois. Ouais. Sur quoi repose-t-il Le président Macron qui banque, et quand il dit, vous, les Européens, vous donnez, mais c'est pour vous faire rembourser, le président Macron dit, non, on ne se fait pas rembourser. Mais bref, donc les Européens sont au rendez-vous. Est-ce qu'ils peuvent faire plus ? Oui. Est-ce qu'ils doivent faire plus ? De toute urgence. D'où il y a beaucoup de discussions dont on peut parler, notamment les Allemands qui sont en pourparlers intenses, selon la diplomatie allemande, avec les Américains sur l'acquisition, puisqu'on parle de celui-là, du système Patriot, afin ensuite de le transférer vers les Ukrainiens. Qui serait quand même un montage, pardonnez-moi, qui interroge quand même. Les Allemands, les Européens, les Allemands précisément, qui achètent donc ces systèmes aux Américains. C'est ce qui se cache. Ensuite, oui, mais il faut une capacité industrielle pour faire, c'est toujours pareil. Ouais. Si vous n'avez pas la capacité industrielle, on ne protégera pas Kiev demain matin. On protégera Kiev dans 6 mois, 2 ans. Il faut 6 mois pour construire un missile Patriot. C'est extrêmement compliqué. Mais à votre question, si vous voulez, et ça c'est pour reboucler avec le début de l'émission, pourquoi est-ce que vous croyez que Volodymyr Zelensky reste extrêmement diplomatique, urbain, poli et élégant face, j'allais dire, à l'inanité et à l'insolence, voire au cynisme des propos de Donald Trump ? C'est parce que les Ukrainiens et les Ukrainiennes ont très bien compris qu'ils allaient avoir énormément de mal à se passer de l'aide américaine. Donc, officiellement, on salue, on parle d'opportunité, on dit que le président américain est très bien informé, on le remercie. Je cite le message du président ukrainien de son attention à l'Ukraine. Officieusement, on acte une forme d'abandon de lâchage et on se tourne vers les Européens qui, eux, essayent de pousser, de négocier, de faire, vous avez raison, ce qu'on peut appeler des montages un peu baroques, en attendant de pouvoir fournir davantage, parce que si on se tourne vers les Américains, c'est précisément parce qu'ils ont du matériel dans l'arsenal, dans les entrepôts et sur étagères que nous n'avons pas. Et si les Américains commencent à dire « Ah, vous savez quoi, en fait, on n'a pas grand-chose sur les étagères ». Et ce à quoi, moi, tout à l'heure, on m'a pas fait parler sur ce sujet, c'est pas grave. Moi, je n'y crois pas une seconde. C'est-à-dire, je ne crois pas une seconde. Quand vous avez 1000 milliards de budget militaire annuel, dire que vous n'êtes pas capable... On parle de combien de Patriots ? C'est 20, 21 missiles, si j'ai bien lu le rapport. Vous n'avez pas 21 missiles. C'est-à-dire, vous ouvrez les tiroirs du Pentagone, il y a des chaussettes déparées, il n'y a plus que 2 missiles Patriot. Il y a 3 millions de personnes qui travaillent entre les militaires, les civils, etc. Il n'y a pas des tableaux Excel, il n'y a pas de visibilité. N'y croyez pas une seconde. Non. Ouais. Non, en revanche, ça a très bien été dit, c'est un choix. Et ça, il est politique, il est souverain, mais il faut l'assumer. Il ne faut pas dire non, on n'a rien. Il faut dire on a fait un choix. America first, ça veut dire une victoire de la Russie, possiblement une défaite de l'Ukraine et de leurs copains européens, mais ce n'est pas de dire ah non, on est concentré sur la Chine, on ne peut pas livrer 20 missiles Patriot aux Ukrainiens. Ça, je n'y crois pas. Surtout qu'il y a aussi des Stinger, des obus de 155. Les Américains manquent d'obus de 155. Ouais. Avec cette question, Elisabeth, je vous donne la parole, Thierry Volton, tout de suite, mais sur maintenant, est-ce que l'Europe est aussi en première ligne dans cette guerre, avec des propos qui interrogent du chef d'état-major des armées, Monsieur Burkhardt, qui dit une victoire russe fragiliserait l'Occident. C'était il y a seulement quelques jours, pardonnez-moi. Et des mouvements, je le disais, notamment en Biélorussie, qui peuvent poser question. L'Europe a toujours été en première ligne. C'est ça la réalité, même si certains ne voulaient pas le dire. On est en première ligne d'abord parce que c'est à notre frontière. C'est quelques heures d'ici, quand même, par vol d'oiseau. On le sait, certains de nos voisins peut-être plus que d'autres, on écoute les pays baltes, on écoute la Pologne, même les Allemands d'une certaine façon ont compris, mais tous les Européens n'ont pas compris, et je pense que c'est ça aussi aujourd'hui à laquelle on fait face. C'est pas simplement le lâchage des Américains qui était prévisible en réalité, notamment depuis le 20 janvier, mais aussi, et on a vu la semaine dernière à La Haye, à la réunion de l'OTAN, que certains des pays, nos voisins, je pense à l'Espagne, mais pas seulement, ne sont pas non plus prêts à faire les mêmes dépenses, les mêmes engagements que la France, que les pays baltes et qu'un certain nombre de pays. Quitte à subir les foudres du président américain. Juste Thierry Volton, j'aimerais qu'on évoque ensemble cette information. Le dictateur biélorusse Loukachenko qui a annoncé il y a seulement 3 jours que le système de missiles dont on évoquait le nom ensemble, Oreshnik, de fabrication russe, serait déployé en Biélorussie d'ici la fin de l'année
d'ici la fin de l'année, très peu de détails. Mais là encore, d'abord parce que Loukachenko est la marionnette de Poutine. C'est le vassal du maître du Kremlin. Je me souviens qu'ils avaient déjà dit aussi que la Biélorussie allait entreposer des armes atomiques. Donc la Biélorussie sert un peu de marionnette, si je puis dire, pour faire peur. Alors moi je pense que honnêtement, la chose qui se passe, qui est en train de se passer sous nos yeux, est la chose suivante. Que Poutine spécule incontestablement sur le fait que les Américains vont se retirer de l'Ukraine. Parce que pour de multiples raisons, parce que ça n'intéresse pas Poutine, Trump, parce que effectivement le front principal c'est la Chine, etc. Donc il spécule là-dessus. Et spéculant là-dessus, il est en train de monter. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure parce que j'y crois fondamentalement. Il est en train de monter une espèce de grande information, de bluff, si je puis dire, de dire je bombarde 500 drones par jour à Kiev, c'est bien la preuve. La Biélorussie va mettre des missiles sur son territoire. Donc tout ça, c'est un langage qui est exactement le même pour faire peur à l'Europe. Coordonner pour envoyer... Pour impressionner l'Europe, parce que l'idée, c'est que l'Europe, finalement, se couche quelque part. Donc voilà. Et il n'aura pas gagné la guerre. Il n'aura pas gagné la guerre, parce qu'il n'a pas gagné la guerre, excusez-moi, vu ses objectifs principaux, ce qui était quand même de prendre Kiev. N'oublions pas quand même qu'il n'a que 20% du territoire. Donc c'est quand même une défaite militaire dans une certaine mesure pour la Russie. Ne l'oublions pas. C'est essentiel, grâce aux Ukrainiens. Donc il n'a pas gagné la guerre, mais s'il arrive, et c'est ça l'objectif le plus intéressant pour Poutine, s'il arrive à impressionner les Européens et que les Européens calent, eh ben là, il a gagné la guerre, moralement en tout cas. Général, avec cette menace, ce déploiement de missiles Oreschnik en Biélorussie, c'est pas pour viser l'Ukraine, là, en l'occurrence. Alors les Oreschnik, déjà, on ne connaît pas l'état d'avancement du projet, parce qu'il n'y en a qu'un exemplaire qui a été balancé, d'ailleurs sans tête visiblement explosive ou rien. Donc en fait, est-ce qu'il y a une part de bluff chez les Russes? C'est pas impossible. Est-ce qu'il est au point? Je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est une menace, parce que c'est un missile de portée intermédiaire, c'est-à-dire qu'il menace l'Europe occidentale, les capitales occidentales jusqu'à Londres, mais il ne menace pas les Américains. Donc c'est un missile dont le but est le découplage entre les Américains et les Européens. C'est ça la véritable nature politique de l'Oreschnik, c'est de dire aux Américains, regardez, nous on vous menace pas, il va pas jusqu'à Washington. Par contre, voilà, nous laissez tomber les Européens, nous on peut atteindre n'importe quelle ville européenne. Le mot de la fin, Gallagher, en effet, regard très intéressant du général. Je n'étais pas allé jusqu'au bout du raisonnement. Ça ne peut pas toucher les États-Unis, en effet. On n'a toujours pas répondu à la question que vous nous posez avec ce grand dossier Poutine, a-t-il déjà gagné la guerre? Et en fait, ça nécessite, et c'est le sens de l'intervention du général Burkhardt, le chef d'état-major français, c'est-à-dire qu'il faut s'interroger, qu'est-ce que c'est qu'une victoire aujourd'hui entre la Russie et les 54 nations qui soutiennent l'Ukraine? Et le fait que la Russie soit encore en train d'envoyer des salves, et alors il faut coupler ça avec les pertes dont vous avez fait mention, 1 million de morts, de disparus, d'emprisonnés, etc. Et ce que dit, et j'en conclus par là, le général Burkhardt, c'est attention, ils peuvent tenir 5 minutes de plus que nous, ça c'est notre défaite. Et l'autre chose, c'est que la Russie, ça fonctionne comme ça, depuis l'époque soviétique, c'est que même avec des pertes colossales, ils finissent parfois par l'emporter. Merci infiniment à tous pour ce grand dossier passionnant.